Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Plaisir de vous retrouver toute cette semaine, les vraies voix en vacances. Nous saluons évidemment et Philippe David et Cécile de Mélibus, qui pour certains d'entre eux se reposent, d'autres un peu moins. Bon, ceux qui ne se reposent pas et qui relèvent le défi du lendemain de fête sont avec nous. Philippe Bouriaki, bonsoir Philippe. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Vous avez festoyé ? Un peu. Toujours, vous. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste écolo. Un peu plus éditorialiste ou un peu plus écolo ? Moi, je pense que les deux. Ouais, les deux, en général. Très bien. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire et des parents. L'Observatoire des parents et de l'école. Et de l'école, et etc., etc. Alors, il y a des titres comme ça. Non, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, ça ne veut rien dire, bien sûr. Mais c'est pour ça, c'était pour voir si vous suiviez. Je suis. Corinne, c'est un lendemain de fête. Et nous y sommes. Et vous, évidemment, vous avez fait la fête avec toute la famille, évidemment. Ah, évidemment, bien sûr. Bon. Pierre-Yves Martin, qui est consultant. Alors là, c'est plus court. C'est plus court, mais c'est un spectre beaucoup plus large. Et voilà. En forme aussi. En forme, bien sûr. Je voulais vous parler du sommaire de l'émission. Le grand débat du jour à 17h30. Vous allez sur les réseaux sociaux, X, ex-Twitter, vous donnez votre avis. D'ailleurs, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Hashtag hébergement Vaucluse, hashtag Vatry. La question que nous vous posons, pouvons-nous encore accueillir des mineurs isolés ? Ils sont de plus en plus nombreux, officiellement ou officieusement mineurs. Ils ont quitté leur pays, souvent en proie à un chaos économique. Ils arrivent en France et nous sommes fiers de dire que nous ne les laissons pas dépérir. Le problème, c'est que nous n'avons plus la logistique pour les accueillir. Nous en reparlons donc tout à l'heure à 17h30. 18h40, le coup de projecteur, hashtag inflation, hashtag commerçant, hashtag ZFE. Vous nous voyez venir. Allez-vous encore faire vos courses en centre-ville ? Honnêtement, qui a relevé le défi d'aller chercher ces cadeaux de Noël au centre de Toulouse, Lille, Nantes, Paris ? Des énormes sacs qui nécessitent le véhicule pour les stocker et ce véhicule dont l'accès est devenu quasi impossible. Là aussi, vous nous répondez à cette question. Allez-vous encore faire vos courses en centre-ville ? 0826 300 300, c'est Sud Radio. Tiens d'ailleurs, le répondeur, vous nous laissez des messages, on y va. Oui, je suis en train d'écouter les vraies voix, vous parlez de la météo. Eh bien, c'est peut-être pas normal, mais il vaut mieux qu'il fasse doux. Parce qu'il y a ceux qui, en ce moment, se privent du chauffage et qu'on va faire le choix entre payer une mutuelle ou le chauffage. Alors, moi, je ne tiens pas à avoir de la glace, de la neige, qui entraîne beaucoup de complications pour les gens qui se déplacent, pour les petites gens qui travaillent. Alors, pensez à ceux qui ont du mal à se chauffer. Merci. C'est comme si ça avait été un message envoyé à Philippe Bouriaki, les écolos. Non, mais c'est vrai, parce qu'on parle de réchauffement de la planète, c'est le grand combat. Maintenant, on souffle un petit peu depuis 2 ans parce qu'il fait pas trop froid et du coup, comme il faut faire des réactions, c'est pas faux ce qu'elle nous dit. Ah, c'est pas faux, mais surtout dramatique en réalité ce qu'elle dit. Il faut choisir entre se chauffer ou se soigner. Ah oui, en plus. Si vous le dites comme ça, d'accord. Ah ouais, mais c'est complètement ça. Donc nous. Les écologistes, en tout cas la mouvance écologiste raisonnable, parce qu'il y a une écologiste extrémiste, mais sous la bannière de la France Insoumise maintenant, nous disons que fin du monde et fin du mois, c'est le même combat en vérité. Et oui, on doit quand même s'inquiéter de températures très douces, même si c'est agréable, parce que normalement il doit y avoir un cycle des saisons pour pouvoir permettre une régénérescence, excusez-moi parce que je suis dyslexique, de la planète, des terres à cultiver et cultivables. Et donc toute action entraîne une réaction. S'il y a une action de réchauffement et puis d'un seul coup il y a un grand gel, c'est plein d'arbres fruitiers par exemple qui disparaissent et donc on doit tous s'inquiéter et tous faire des efforts. Mais ce que dit Claire donc en l'occurrence, c'est Claire des Yvelines. On remercie la remercie de nous avoir laissé ce message. Claire, ce qu'elle dit, c'est heureusement qu'il ne fait pas si froid que ça en ce moment, Corinne. Moi, je pense comme elle, heureusement qu'il ne fait pas si froid, parce que quand on reçoit la note d'électricité qui ne cesse d'augmenter, sur laquelle il y a bien maintenant presque 47% de taxes, c'est assez inquiétant parce que il y a des gens qui se sont chauffés avec l'électricité, donc s'ils ont des appartements tout électriques, ceux qui ont le gaz
qui étaient un peu entre guillemets des privilégiés parce que on a un meilleur confort de vie avec le gaz, mais maintenant le gaz a tellement augmenté que ça devient aussi cher. Je crois qu'il y a de vraies réflexions à mener. Hein. C'est même pas une question de pouvoir d'achat parce que c'est devenu un slogan, le pouvoir d'achat, ce qui est même un peu inacceptable. Mais je crois qu'on doit permettre aux Français de vivre dans la dignité et pas au nom de principes qui nous sont étrangers. Bon, Pierre-Yves, un petit mot, tout a été dit. Tout a été dit. Ouais, je vous voyais venir. Bon, du coup, Il faut être synthétique dans la vie. Nous partons au 0826 300 300. Il est l'auditeur du jour, celui qui va nous accompagner. Nous fonçons à Bordeaux. Frédéric est avec nous. Bonjour Monsieur Brindel. Bon, Vous avez un très très beau prénom. Voilà. Quel talent. Et Frédéric a le sens de l'introduction. Bravo Frédéric. D'où le monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bon, on l'a dit, chaleur à Bordeaux, on est d'accord. Hein. Oui, là ça va, pas de problème. Une petite brume qui nous permet de pas voir les vilaines choses, là ça va. Bon, alors vous le savez, le principe de cette semaine, on s'approche de 2024. Que s'est-il passé en 2023 ? On vous propose 5 événements et vous, Frédéric, vous allez choisir celui sur lequel vous voulez revenir. Les vraies voix aussi, tout au long de l'émission, réagiront sur ces 5 événements. Allez, c'est parti. Le 15 août dernier, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, est inculpé en Géorgie pour tentative de manipulation du résultat de la présidentielle de 2020. Il s'agit alors de sa 4e inculpation. Le procès est prévu le 4 mars prochain. Deuxième événement de l'année 2023, ça se passe le 28 juin. Un homme brûle quelques pages d'un Coran devant la mosquée de Stockholm au cours d'un rassemblement autorisé par la police suédoise. Cette date marque d'ailleurs le premier jour de la fête de l'Aïd al-Adha. C'est un symbole fort. Des ambassadeurs suédois sont expulsés de certains pays musulmans. Troisième événement de l'année 2023, le 12 mai, l'INSEE, 13 ans, se suicide après avoir subi des mois de harcèlement scolaire dans son collège de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. 4 mineurs et une personne majeure sont mis en examen. La famille dépose plainte contre l'établissement et le rectorat. Le 4e événement de l'année 2023, l'ancien président Nicolas Sarkozy est condamné le 17 mai en appel à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, à purger sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. En juillet, le JDD change de ligne éditoriale contre l'avis des journalistes de sa rédaction. Pendant 40 jours, les personnels se mettent en grève contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite. Voilà 5 événements. Frédéric, sur lequel souhaitez-vous réagir ? Je pense que le plus grave, celui qui est à court terme, et même à moyen et long terme, génère le plus de choses terribles. Je pense que c'est le harcèlement scolaire. Même si le Suédois qui a brûlé son courant, je crois qu'il avait une double nationalité d'ailleurs. Ouais. Ça a généré des choses vraiment terribles. Je pense que le pire. Mais restons sur le sujet que vous avez choisi. Donc c'est l'INSEE, c'est l'INSEE que vous avez choisi. Donc vous savez, il faut faire le choix. Donc allez-y. Donc développer sur effectivement ce harcèlement scolaire. Moi, ce que je vois avec ce harcèlement scolaire, ça conduit à des suicides parce que il n'y en a pas eu qu'un. Pour moi, ce que je vois, c'est que ce sont ces fichus téléphones portables qui encouragent, qui facilitent la mise en œuvre, la mise au jour des côtés les plus immondes des âmes de nos chères petites blondes. Ce sont des esprits qui deviennent complètement dévoyés, quoi. Et en fait, on rentre dans un phénomène de meute. Et la meute se soude, on y entre aussi et on veut en faire partie par peur de se retrouver gibier chassé. Mais la meute est complètement inhumaine. C'est même pas une meute animale, parce que une meute, le loup expulsé, il n'est pas détruit, il s'en va, il va jouer ailleurs. Alors que là, ça s'arrête pas. Il rajoute que des ignominies, des horreurs. Il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est d'ailleurs, Frédéric, je vous interromps, c'est d'ailleurs impressionnant de voir que sur tous les grands thèmes que nous développons sur Sud Radio, dans les autres médias aussi, mais à chaque fois on en arrive à évoquer cette question des réseaux sociaux. C'est dire que c'est souvent le cœur de problème. Je vous laisse continuer, Frédéric. Moi, ce que j'aimerais, j'ai pensé par rapport à, j'ai fait un rapprochement avec ce qui se passe en Chine. Alors, moi, j'aimerais que chez nous, dès qu'un phénomène de la sorte est repéré, alors je suis pas du tout un geek, je comprends pas grand-chose à Internet, on fasse une désactivation immédiate de l'adresse IP et de toutes les adresses IP repérées dans ce que la pauvre personne qui est agressée, qu'on retrouve dans ses téléphones. Mais sans jugement,
pas de référence à une réglementation quelconque, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le gna-gna-gna, surtout pas ça, dans les 24-48 heures, pendant au moins une semaine pour commencer. Une décision absolument unilatérale, sans possibilité de la contester. Alors, il peut recommencer avec un autre téléphone. Hein. C'est le problème. Idem, mais là, ce sera un mois. Et ensuite, pourquoi pas faire un fichier des interdits. Alors, il y aura une interdiction pour une semaine pour tout un groupe de personnes. Peut-être qu'on passera un fichier d'interdit d'un mois pour les autres personnes, mais il faut arriver à ça. Les Chinois, je crois avoir compris, justement, c'est ça qui m'a fait penser, contrôlent très strictement tout ça. Alors, oui, c'est vrai, quand vous allez en Chine, vous ne pouvez pas consulter n'importe quel média, ça, effectivement. Oui. Ce qui est une limite, pour nous. Réaction, Corinne Tapiro. Ils ont pris des dispositions bien plus sévères vis-à-vis des enfants, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une baisse des résultats scolaires. Et donc, tous les enfants doivent avoir, de ce que j'ai compris, un téléphone qui se verrouille au visage, qui se déverrouille avec la morphologie, et ils n'ont accès à Internet, et en tout cas à tous ces réseaux, qu'à certains horaires. C'est-à-dire que la nuit, ils ne peuvent pas y aller, aux heures de cours, ils ne peuvent pas y aller, donc ils sont désactivés d'en haut. Frédéric, allez-y, concluez, allez-y. Oui. Alors ça, Madame Tapiro, c'est effectivement ce que j'avais entendu pour la Chine, c'est effectivement ça. Alors pour nous, c'est insupportable, c'est incompréhensible, parce que c'est un vilain pays totalitaire, mais eux, je pense qu'ils ont une logique. Ils ne veulent absolument pas voir leurs jeunes, donc leur population, qui est en devenir les déchets imbéciles que nous générons. Parce que là, les pauvres jeunes qui ont ces mentalités-là, ils détruisent leur intellect, ils détruisent leur manière de penser, de réfléchir, etc. Moi, quand j'étais gamin, donc, on n'avait pas de téléphone. Il y avait toujours une petite tête de Turc dans la classe. Ok, mais ça n'allait jamais extrêmement loin. Et souvent, la personne arrivait à trouver des appuis dans la classe. Des gens qui n'étaient pas dans la meute, parce même si on n'était pas dans la meute, on mais là, effectivement, ça ne marche plus. Alors, Frédéric, merci pour ce point de vue. Les vraies voix vont réagir sur ces 5 événements de l'année 2023 que je vous ai proposés tout à l'heure à 18h30. On a laissé Frédéric de Bordeaux vraiment sur son choix, parce que c'était effectivement le sujet le plus fort. Merci pour ces propositions. Frédéric, vous restez avec nous tout au long de l'émission. Vous jouerez notamment avec les vraies voix à 17h50. On marque une respiration. Dans un instant, les 3 mots de l'actu, et puis on reste ensemble, évidemment, vous l'avez compris, pour passer doucement de 2023 à 2024. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. C'est un plaisir, ça a commencé sur les chapeaux de roue, parce que vous intervenez au 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio, et c'est tout de suite percutant. Ça l'a été avec Frédéric qui nous accompagne depuis Bordeaux, et puis bien sûr ça le sera avec vous. N'hésitez pas, nos vraies voix ce soir, Philippe Bouriaki, Corinne Tapiro, Pierre-Yves Martin, et tout de suite, celui que vous attendez, les 3 mots de l'actu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Oui, parce que à ce moment-là, il y a les 3 mots dans l'actu, hein. Et c'est Félix Mathieu. Mais Félix Mathieu, il est en vacances aussi. Donc c'est Louis de Kergorlet. Vous m'en direz des nouvelles, les vraies voix. Il a fait ses premières hier. Il est génial. Ça ira comme lancement, Louis. Oui, ça va. Encore un peu la pression, mais voilà. on va faire ce qu'on peut. Bon, alors, allons-y sur ces 3 mots dans l'actu. Bon, je crois savoir qu'on va évidemment parler de Gérard Depardieu. Allez-y, je vous laisse. Voilà, donc on va parler de la tribune Gérard Depardieu, de sanglier et puis d'évasion. Alors, rapidement, comment ne pas mentionner le tollé provoqué par la tribune de soutien à Gérard Depardieu avec pas moins de 50 signataires, tribune qui a d'ailleurs fait réagir l'acteur. On en reparle dans un instant. On va également parler donc de sanglier. Vous avez peut-être vu passer cette histoire qui a eu lieu lors du réveillon de Noël. Un sanglier a été empalé devant une mosquée, un acte islamophobe qui a eu lieu devant une mosquée dans l'Essonne. Et puis mon 3e mot sera évasion. C'est un centre de détention du côté de Vincennes en région parisienne qui a vu 11 de ses détenus prendre la fuite. Le préfet de police Laurent Nunez veut serrer la vis. Tribune, sanglier, évasion, vos 3 mots dans l'actu. On ouvre donc le bal avec cette tribune pour défendre Gérard Depardieu qui n'en finit plus de faire réagir. Voilà, exactement. Donc pour redonner un peu de contexte, cette tribune signée par plus de 50 personnes dont des grands noms comme Pierre Richard, Benoît Poulvorde ou encore Carla Bruni ont signifié leur
soutien à l'acteur dans les colonnes du Figaro. Intitulé « N'effacez pas Gérard Depardieu », il revient en longueur sur l'empreinte de géant laissée par Gérard sur le cinéma français. Et pour comprendre un peu son contenu, écoutez ce qu'en disait Carole Bouquet, ex-compagne de l'acteur. Elle était vendredi sur le plateau de Quotidien et voici ce qu'elle en disait. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais là, c'est pas le cas de Gérard. Il y a un tribunal médiatique qui s'est mis en place. La ministre de la Culture se permet de dire qu'il fait 11 à la France. Ben, je veux bien, mais enfin, qui lui demande comment les juges peuvent-ils, après, calmement, sans être influencés, pouvoir prendre des décisions. Ils doivent juger, effectivement, il est accusé de viol. Comment ne sont-ils pas, en ce moment, mais surchargés d'informations contradictoires, et même en général, à charge contre Gérard? On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait aussi pris la défense de l'acteur lors de son dernier entretien télévisé, lui aussi soulignant l'héritage immense laissé par l'acteur. Tous implorent de laisser la justice faire son travail. Et puis réaction de Gérard Depardieu aujourd'hui chez nos confrères de RTL. Dans un entretien non diffusé, il salue le courage des signataires dans une tribune très bien écrite. On m'a présenté cette lettre, j'ai trouvé qu'elle était belle, a-t-il également réagi, sans mentionner de points en particulier. Je suis sûr que les vraies voix vont réagir. Pierre-Yves Martin. Oui, c'est très étonnant parce que il y a un rapport au temps. On est dans l'époque de l'instantané. Et donc du coup, avant même qu'une affaire soit portée et instruite par la justice, médiatiquement, il y a déjà une expression, une confrontation, un débat, voire un début d'investigation. Et du coup, je reprends les propos de Carole Bouquet. C'est vrai que à la fin, cette pollution entre guillemets médiatique, elle vient peut-être altérer, perturber la finesse et l'analyse l'analyse dont doit faire preuve une justice éclairée. Ouais. Ça c'est un peu perturbant. Alors, est-ce que les juges seront restés justement distants par rapport à ce qu'il se dit dans les médias? Toujours est-il qu'il y a un procès médiatique, et Corinne Tapiero, vous qui travaillez aussi dans la communication, là on voit tous les effets du complément d'enquête qui a été fait. Hein. Alors, oui, c'est extrêmement gênant. Moi, je regarde assez rarement Complément d'enquête. D'abord parce que je trouve que c'est une émission qui est toujours à charge sur tous les sujets, parfois avec des choses très anciennes. Sur le cas de Gérard Depardieu, moi, je n'ai aucune sympathie pour les violeurs et autres prédateurs. Néanmoins, ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu à la suite de ce complément d'enquête, ça m'a étrangement fait penser à ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Sur un simple article du Canard enchaîné à l'époque, on a déclenché toute une machine judiciaire qui a entraîné, bon, évidemment, la chute politique de François Fillon. Mais cette tribune, autant je trouve qu'il est important d'apporter un soutien. On a aujourd'hui un père qui est soupçonné d'avoir tué toute sa famille. Là, partout, on parle de la présomption d'innocence. On dit le présumé coupable. Donc, lui, il est coupable pour tout le monde d'entrée de jeu. En revanche, moi, je trouve que cette tribune, contrairement à ce qu'on peut dire, elle est à côté de la plaque en termes de communication. Parler de la grandeur d'un acteur, etc. Voilà, c'est pas la question. Voilà, en fait, c'est pas la question, c'est ce que vous dites. Le problème, c'est que les compétences d'acteur de Gérard Depardieu, elles sont indiscutables, indubitables. Depuis Les Valseuses, d'ailleurs, je veux juste rappeler que Les Valseuses, c'était pas un film tellement à l'honneur des femmes, hein, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Mais ça ne gênait personne à l'époque. On est dans une autre époque. Je crois qu'il a apporté, effectivement, le président de la République l'a dit, sa pierre à la construction du cinéma français. Néanmoins, il y a d'autres choses, et peut-être indépendamment de l'acteur, c'est un homme qui a ses qualités, ses défauts, et je pense que les défauts qu'on a révélés ne doivent pas faire oublier ses qualités. Mais en termes de communication, la lettre est très mauvaise, voilà, de mon point de vue. Un petit complément de Philippe Bouriaki avant de retrouver Louis de Kergorlet. Les qualités ne doivent pas occulter les défauts d'un homme, aussi grand soit-il. Moi, je suis de culture écologiste, et chez nous, les écologistes, la libération de la parole doit primer avant tout. C'est-à-dire, on te croit. Et puis, on te croit, ça ne veut pas dire que je me permets d'avoir un jugement, parce que je n'ai pas les éléments à charge et à décharge, et les seuls à pouvoir le faire dans notre état de droit, et heureusement, c'est ce qu'on appelle les juges d'instruction. C'est à eux d'instruire, et puis après, de savoir si le procureur poursuit ou pas, et puis s'il y a condamnation. La justice est indépendante du pouvoir politique, mais surtout, cette justice médiatique
à charge, moi, me pose de réels problèmes. J'aimerais que tout le monde revienne à la raison, dans un premier temps, qu'on se garde le droit et le devoir de réserve pour certains, et puis surtout, que la justice puisse faire... qu'on donne les moyens à la justice de pouvoir faire son travail. Parce qu'il y a aussi un autre problème derrière, c'est que la justice, des fois, on la trouve expéditif, mais avec le peu de moyens qu'elle a et la charge qu'elle a... Et le contexte derrière et la pression. Merci les vraies voix. On retrouve... J'étais sûr, cher Louis, que ça déclencherait des réactions. Allez, autre réaction que l'on découvre aujourd'hui, celle donc d'une communauté de l'Essonne très touchée après un acte islamophobe qui s'est déroulé durant le réveillon de Noël. Oui, ça s'est déroulé plus précisément à Vigneux-sur-Seine, où les fidèles de la mosquée ont fait la sordide découverte, un sanglier empalé sur les pics du portail. C'est en fait la tête et une partie du corps éventré de l'animal qui ont été accrochés à l'arrière du bâtiment. Réaction de la mosquée sur ses réseaux sociaux via un communiqué. Elle dénonce la lâcheté et l'ignominie de cet acte islamophobe, acte qui a provoqué une vision d'horreur pour nombre de fidèles. Nous sommes la France et ils ne le sont pas, conclut le texte. Le responsable de l'association des Amis de la Mosquée, Sofiane Talibi, affirmait disposer de vidéos de surveillance montrant un véhicule et des individus suspects aux alentours de 22h30, donc le soir de Noël. Une plainte a été déposée contre X et une enquête a été ouverte. Bon, hier, on avait comme débat dans les vraies voix le vivre ensemble. Ça aurait pu être encore un élément problématique. Et on termine avec vous, Louis, et cette histoire que n'aurait pas renié Steve McQueen, car c'est bel et bien une grande évasion qui a eu lieu au centre de rétention administrative de Vincennes. C'est à l'est de Paris. Voilà, oui, non, un CRA, comme on dit, d'où 11 personnes se sont évadés hier. Évasion assez rocambolesque. Les évadés ont réussi à casser une fenêtre, faire un trou dans le grillage, puis sauter d'une hauteur de 6 mètres. Et enfin, ils ont escaladé les murs de barbelés en plaçant donc des matelas par-dessus. Pour la précision, un CRA, ce n'est pas exactement une prison. Si les pensionnaires sont confinés, ils ont le droit d'aller et venir et le personnel n'est pas armé comme dans une prison classique, par exemple. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, était donc sur place en fin de matinée aujourd'hui et il a notamment annoncé 3 mesures. La première, c'est de renforcer le dispositif de caméras. Donc les caméras devaient être remplacées au premier semestre 2024. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles. Deuxième mesure, c'est de renforcer évidemment les mesures de protection physique, notamment des chambres, où pour une partie du CRA, des grillages seront installés. Et puis troisième mesure, évidemment, un renfort humain, et notamment à la périmétrie du site, où de nombreux effectifs de la préfecture de police ont été engagés depuis hier pour densifier la présence physique autour du site. Voilà. Plus de moyens et plus d'effectifs, un discours déjà entendu à de nombreuses reprises concernant les effectifs. C'est vrai que ça nous rappelle quelque chose. Ça, exactement, les effectifs pénitentiaires, mais voilà, dans d'autres domaines évidemment. Et pour autant, Laurent Nunez n'a pas, selon ses termes, identifié de défaillance humaine. Merci Louis de Kergorlé pour ces 3 mots dans l'actu. Dans un instant, les auditeurs de Sud Radio, c'est notre grand débat. 17h30, ça arrive. Hashtag hébergement dans le Vaucluse, hashtag Vatry. La question, pouvons-nous encore accueillir des mineurs isolés? Vous allez sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio, vous donnez votre avis, réponse à cette question. On vous attend au 0826 300 300. Nous aurons comme grand témoin Vincent Fritsch, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice, qui nous éclairera parce qu'il y a une vraie problématique. On en parle, certains départements ont été obligés de fermer des centres d'accueil. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. C'est le moment tant attendu du grand débat. Je vous rappelle que nos 3 vraies voix ce soir sont Philippe Bouriaki, Corinne Tapiero et Pierre-Yves Martin. Et ils sont prêts. Voici le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le monde s'émeut face à leur situation. Des mineurs non accompagnés arrivent en France quotidiennement dans l'espoir de faire leur vie dans un pays dit riche. Nous sommes fiers de ne pas les laisser dépérir. Le problème, c'est que nous n'avons plus la logistique pour les accueillir. La semaine dernière, Dominique Santini, présidente LR du département du Vaucluse, lançait un appel, je cite, « En novembre 2022, nous avons accueilli 780 mineurs. Cette année, au même moment, 1358. Donc, nous ne pouvons plus faire face. » Résultat, le
centre d'accueil a dû fermer. Nous vous posons donc la question. Hébergement Vaucluse, Vatry aussi, il en a été question avec cet avion venant d'Inde, enfin avec des Indiens à bord. Pouvons-nous encore accueillir des mineurs isolés? Dans un instant, je vous donne l'évolution de votre consultation, mais vous êtes tous à dire non pour l'instant. Les vraies voix vont réagir, mais j'aimerais accueillir notre grand témoin, Vincent Fritsch, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Bonsoir Vincent Fritsch. Bonsoir. Alors on va installer l'échange avec nos auditeurs, avec les vraies voix, mais déjà peut-être une réaction sur ce qu'on vient de dire avec ces centres d'accueil qui ferment. 5 départements sont concernés, la Vienne, le Jura, le territoire de Belfort. C'est quoi? C'est un vrai problème de structure là? Oui, c'est un problème de structure, c'est un problème de moyens, mais c'est aussi un problème, on va dire, de politique à plus long terme. C'est-à-dire, on ne découvre pas, ni dans le Vaucluse, ni dans d'autres départements, on ne découvre pas que des mineurs étrangers isolés viennent en France pour plein de raisons, mais évidemment pour beaucoup, pour fuir la misère, pour la guerre, etc. Mais on ne le découvre pas. Et ce qu'on constate quand même depuis 10 ans, parce que c'est bien 10 ans que ce problème existe, que depuis 10 ans, personne n'a trouvé de solution réelle et que les moyens ne sont pas au niveau. Donc clairement, c'est pas surprenant que le conseil départemental Vaucluse réagisse de cette manière, mais c'est quand même un problème en termes de loi, parce que la loi dit clairement qu'un mineur qui est dans la rue doit être protégé et on doit lui trouver un hébergement. C'est la loi. Voilà, toujours dans l'actualité, je vous propose de réécouter ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était donc récemment à Nice, il a évoqué la question des mineurs non accompagnés, notamment dans ce très concerné département des Alpes-Maritimes. Il est évident que nous avons un problème de mineurs isolés sur le territoire national, et dans les Alpes-Maritimes en particulier. Ces mineurs étrangers qui sont dans des réseaux d'exploitation de drogue et qui parfois deviennent violents, voire très violents, parce qu'ils échappent plus que les autres à la réponse pénale lorsqu'ils sont très jeunes, trop jeunes. Et on sait tous que c'est en prenant les choses très tôt qu'on arrive à rétablir, me semble-t-il, la vie de quelqu'un. Pierre-Yves Martin, j'ai l'impression qu'il patine en fait, le ministre là. Alors, pour une fois, je vais venir à son secours. C'est un petit peu normal qu'il patine parce que le sujet est, pour ma part, très complexe. Il est complexe parce que on a très peu d'informations stables et fiables, raisonnées en tout cas sur ce sujet-là, en tout cas de mon point de vue. Deuxièmement, il y a ce que le cœur exprime, c'est-à-dire d'accueillir des mineurs, notamment quand ils viennent de situations de misère, de guerre et autres. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est forcément une situation, un mineur isolé qui vient de l'autre bout du monde, forcément ça ne peut pas laisser indifférent. Après, il y a un principe de réalité, de raison quelque part, notamment de raison, je ne sais pas si on peut associer ces deux termes-là, mais de raison budgétaire. Les conseils départementaux ont pour effectivement obligation de gérer l'hébergement de ces jeunes, et comme ils ne disposent pas de structures ou que les structures sont déjà remplies, ils sont obligés, ces conseils départementaux, de financer des hôtels. Et il y a un côté ubuesque dans le fait d'avoir à financer budgétairement des hôtels pour des jeunes mineurs comme ça. Et puis il y a un dernier élément, c'est que il y a tout un cycle de vie, j'ai l'impression, c'est-à-dire que le jeune mineur va être identifié, accueilli. Après, il y a toute une période de vérification de son âge, de bien vérifier. Là, c'est une des vraies questions. Je disais tout à l'heure officiellement ou officieusement mineur, parce que il peut y avoir aussi tromperie. Exactement. Tout comme la problématique, on va dire, de l'immigration illégale, c'est souvent lié au fait que les papiers ont été volontairement déchirés, donc plus de preuves du pays d'origine, là, plus de preuves de l'âge. Exactement. Et puis enfin, en dernier lieu, il y a effectivement cette connexion possible, je ne sais pas si elle est généralisée ou pas, mais cette connexion possible de ces jeunes mineurs avec des réseaux plus ou moins mafieux. Ouais. Et donc du coup, il faudrait pas non plus que la France et les conseils départementaux soient pris pour des vaches à lait sur un terrain qui est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'on en sait, ça, Vincent Fritsch, de réseaux plus ou moins mafieux? C'est ce que vient de dire Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves André, c'est un très bon footballeur, vous vous souvenez. Pardon, allez-y Vincent Fritsch. Oui, non, effectivement. Alors, moi, je vais parler de ma place à la fois d'éducateur, mais aussi de syndicaliste, membre du bureau national du SNPS, le syndicat majoritaire de la protection judiciaire de la jeunesse. De ma place, ce que vient de dire Monsieur Martin, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, les réseaux mafieux, sans doute,
On va pas nier, ils existent, mais nous, on n'a pas connaissance. En tout cas, nous, quand on rencontre les jeunes, c'est pas la première des choses qui nous apparaît. La première des choses qui nous apparaît dans la majorité, la grande majorité des mineurs étrangers isolés que nous accompagnons, ce sont à 95% des jeunes qui ont envie de s'insérer, qui, quand on trouve des apprentissages, des écoles, des formations, s'intègrent, mais avec une volonté, une vraie envie, un vrai désir de s'intégrer et de travailler. Mais ils viennent de leur propre gré, pardonnez-moi. Est-ce que c'est d'une certaine manière les parents qui leur ont dit « Allez, vas-y, tente ta chance » ou parce que ça paraît quand même fort. Alors évidemment, ce sont des sociétés différentes. Nous, nos jeunes occidentaux, peut-être, n'auraient pas ce réflexe. Mais quand même, ça vient de leur propre fait. La grande majorité, encore une fois, des jeunes que nous accompagnons viennent. Alors, est-ce qu'ils viennent complètement de leur fait ou est-ce qu'ils sont envoyés par leur famille pour pouvoir après subvenir aux besoins de leur famille, etc. Il y a différents cas, ça je ne dis pas le contraire. Mais quand ils viennent vraiment, clairement, avec une volonté de trouver un travail, de s'intégrer dans la société, de faire en sorte qu'ils puissent revenir à un moment donné, peut-être aussi dans leur pays, etc. Mais avec un travail, avec une situation. Ils cherchent pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que, pardonnez-moi, sur cette estimation que vous nous donnez, ça concerne des enfants, des adolescents de quel âge ? En moyenne. Là, on va dire, globalement, nous, les jeunes que nous accueillons, c'est entre 16 et 18 ans grand maximum. Ouais, voilà, c'est ça. On est à la limite de l'âge adulte. En fait, on a bien compris que le mécanisme, c'est à partir du moment où ils ont 18 ans, ça passe pas. Là, ils vont avoir 18 ans. Il y a même plus un problème de scolarité. Et il y a Corinne Tapiero, justement, qui veut réagir. Alors, moi, bonsoir, monsieur. J'ai deux questions qui me taraudent. La première question, c'est sur ce nombre de mineurs isolés qui est accueilli, puisqu'il m'est donné de voir vivre notamment un centre d'accueil en bas de chez moi. Il n'y a pas de filles. Combien y a-t-il de filles dans ces mineurs isolés ? 0 ? Ouais. Quelle est la proportion ? Il n'y en a pas, a priori. Il y en a, Vincent Fritsch ? Le rapport, la proportion est de combien alors ? Alors, c'est difficile, ce que je vous demande, c'est difficile. Parce qu'elles sont accueilles, je suppose, séparément que dans des résidences de filles. Globalement, ça représente peut-être 5%, globalement. Ouais. Et c'est un chiffre que je donne comme ça, parce que c'est compliqué, j'ai pas fait d'études là-dessus. Mais je vous donne juste cet exemple-là. La semaine dernière, quand le réseau qui s'appelle Rosemerta, qui est une structure associative sur Avignon, qui a créé aujourd'hui un vrai site d'hébergement pour les mineurs étrangers isolés, sur une structuration associative, sans que le conseil départemental, dont c'est la charge pourtant, a mis la main à la pâte. Et donc, il y a 15 jours de ça, une des représentantes a trouvé, à côté de la gare d'Avignon, une jeune fille mineure. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est quand on parle aujourd'hui de ces mineurs étrangers isolés, ce sont des mineurs. Ils sont enfants, adolescents, mais ils ont droit, en tant que tels, en tant que mineurs, c'est la loi, ils ont droit à la protection. Ils ont le droit à la protection de l'État français. C'est la loi. Moi, je peux pas. Je ne nie pas, je nie pas les éléments, mais lorsqu'on accueille ces mineurs, donc vous nous avez dit d'entrée de jeu qu'il y avait un parcours qui était envisagé, qu'ils étaient volontaires. La plupart du temps, s'ils viennent de pays non francophones. Ils parlent pas la langue, donc déjà le temps d'apprentissage de la langue, c'est pas 2 mois, c'est beaucoup plus. Le temps donc ensuite d'intégrer une structure, une formation et d'avoir établi des compétences dans un domaine ou dans un autre, c'est beaucoup plus long. Donc d'entrée de jeu, ce sont des mineurs isolés qui peuvent rentrer à 16 ans et qui vont rester. Alors juste un mot sur l'aspect francophonie, c'est très important ce que vous dites Corinne, parce que c'est bien sûr très dur quand ils ne maîtrisent pas la langue, mais on va dire que il y a beaucoup de venus en France parce que il y a beaucoup de pays francophones aussi qui sont concernés par ces échanges. Vous confirmez, Vincent Fritsch ? Enfin, ces échanges de vie, vous m'avez compris. Il n'y a pas d'échange officiel, bien sûr. Voilà, c'est important. Les mots ont leur sens. Non, j'apprécie votre précision, Corinne. Allez-y, Vincent Fritsch. Oui, non, effectivement, sur la question de la langue, de la maîtrise de la langue, évidemment que c'est important. Mais alors, encore une fois, moi je suis pas le spécialiste de la question des mineurs étrangers isolés. Mais ce qu'on constate quand on est à Paris ou qu'on constate dans les provinces, c'est que les jeunes qui sont pris en charge, que ce soit la protection judiciaire de la jeunesse ou dans les structures associatives ou par le conseil départemental, c'est que globalement, il y a toujours quand même ce désir d'apprendre rapidement la langue. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de pays qui sont francophones, notamment la Guinée et le Mali. Et c'est vrai que c'est des jeunes qui rapidement quand même ont envie, en tout cas, font les efforts nécessaires pour maîtriser la langue le mieux possible. Vraiment, c'est un point qui me paraît important parce que
J'entends bien tout le discours qu'il peut y avoir en arrière-fond sur une invasion possible de mineurs étrangers isolés. Ce n'est pas le cas. Là, actuellement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est clairement, alors voilà, on met les moyens là où une société a envie de les mettre, mais très clairement aujourd'hui, et pas que pour les mineurs étrangers isolés d'ailleurs, pour l'ensemble des jeunes en difficulté en France, on a, et on le sait depuis quand même plusieurs années maintenant, il y a un vrai problème en termes de structuration, en termes d'hébergement, en termes de prise en charge. Philippe Bouriaki, vous êtes aussi un élu de terrain, vous êtes confronté à cette présence qui a d'ailleurs souvent, appelons un chat et évoquons le sujet, été comparée au problème d'insécurité. Il y a des pourcentages là qui sont donnés, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais par exemple des cambriolages sur la région parisienne. Est-ce que vous, élu de terrain, vous sentez cette problématique concrète sur la sécurité ? Oui, ce qu'on voit, en tout cas sur la région parisienne, c'est des réseaux mafieux, plutôt souvent des pays de l'Est, puisqu'ils sont structurés, sont organisés, qui se servent de mineurs pour faire des cambriolages, pour faire du pickpocket. On a évoqué l'Albanie, la Géorgie notamment. La Roumanie. Et donc... la Roumanie, c'est un peu différent parce que c'est Union européenne, donc le règlement n'est pas pareil. Des pays de l'Est. Je parle de trafiquants de pays de l'Est qui obligent des enfants à la mendicité, qui certains, on en voit quelques-uns faire des pare-brises, et puis d'autres, malheureusement, quand tu parlais de filles tout à l'heure, qu'on retrouve dans des réseaux de prostitution. Et donc, je crois qu'il faut s'attaquer aux nerfs et au cerveau de ces réseaux pour pouvoir les démanteler et protéger, évidemment. Ces enfants, malheureusement, sont des victimes d'adultes, et donc que ça soit des filières qui viennent d'Afrique, parce que l'enfant, il ne vient pas tout seul. Il faut payer des passeurs. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a des parents ou de la famille, en tout cas, qui payent ce voyage parce qu'ils ont bien compris. C'est pas des failles, au contraire, c'est tout à l'honneur de notre nation et de notre République de dire qu'on ne peut pas laisser un enfant dans une situation de difficulté, mais c'est une courroie de transmission à des gens qui viennent pas forcément d'une bonne intention. Je parle pas des enfants eux-mêmes qui effectivement, et je rejoins, c'est le mécanisme. Le mécanisme. Je rejoins tout à fait l'éducateur quand il dit que ces enfants-là, oui, ils apprennent le français rapidement parce que ils sont l'espoir de toute une famille, de tout un village, et quand on les voit dans les réseaux d'éducation, à l'école, par exemple, dans les classes Ulysse, ce sont les meilleurs parce que ils ont une pression familiale, et donc utiliser le mot mineur isolé, certes, parce qu'il est déraciné et sans protection familiale, mais il faudrait trouver peut-être un autre terme et trouver une solution. Alors après, il y a le regard de chacun, parce que c'est important tout ce que vous dites là, chacun, les vraies voix, Vincent Fritsch, autour de cette table, parce qu'on y voit un peu plus clair. Là, par exemple, la consultation sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio, à la question que nous posons, pouvons-nous encore accueillir des mineurs isolés ? 94% disent non. Alors ce n'est qu'une consultation, c'est pas un sondage sur l'ensemble du territoire, mais ça veut bien dire, et on revient à la problématique du début d'émission, qui est de dire qu'on n'a plus les moyens, donc il y en a beaucoup. Maintenant, sur la question aussi de dire non parce que c'est dangereux, il y a de l'insécurité, là on pose la question. Allons au 0826 300 300 justement, puisque vous réagissez, allez-y les auditeurs de Sud Radio. Frédéric de Bordeaux est avec nous. Frédéric, vous, votre sentiment, vous venez un peu d'écouter ce que disaient nos vraies voix. Réaction depuis Bordeaux. Alors oui, de ce que j'entends de M. Fritsch et de M. Bouriaki, on voit qu'ils se battent, qu'ils essaient de jouer avec... Non, jouer, c'est pas le bon terme. Qu'ils essaient de trouver des solutions, des choses pour ça, mais moi non, j'ai pas du tout envie de ce système-là. Parce que oui, il y en a peut-être certains qui vraiment ont envie de s'intégrer, ok. Mais quand on voit avec quelle facilité ils adaptent à leur nouveau mode de vie criminel, on peut se demander quelles sont réellement leurs vraies motivations. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, ils sont quand même... Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux quand ils sont là-bas ? Ils ont des gens qui les font passer, des Libyens, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Turcs, qui sont des criminels.
Alors donc, ils vont certainement pas leur parler de bons sentiments. Oui, vous allez pouvoir travailler en France, etc. Non. Ils leur parlent, vous allez pouvoir être contacté pour faire tel trafic, tel machin, tel bidule. Donnez-moi beaucoup d'argent, etc. Je ne pense pas qu'ils viennent chez nous avec beaucoup de bonnes... Voilà. Bon, ça Frédéric, effectivement... Et ensuite, attendez. On a le temps. Hein. Je précisais que c'était votre vision, mais allez-y, continuez. Oui. Implicitement, par ces criminels, et ensuite par les organisations françaises qui les accueillent en leur donnant tous les trucs pour pouvoir se couler discrètement dans le truc. Donc, non, moi, j'ai pas du tout... Moi, j'aimerais qu'on les enferme strictement, sans aucune possibilité de sortir. On a suffisamment de vieux bâtiments qu'on pourrait rénover rapidement juste pour les enfermer. Et mais ils vont pas, c'est les mettre en prison. Je pense qu'ils auraient beaucoup plus de facilité pour nous dire, moi je viens de tel pays, j'aimerais bien que vous me renvoyiez parce que j'ai envie de sortir. Voilà, renvoyez-moi chez moi. Bon, je pense que ça peut être au moins aussi efficace. Frédéric, quand je suis intervenu, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que vous, c'est cette partie que j'évoquais, et notamment sur une certaine partie des gens qui répondent à 94% non, c'est qu'ils constatent qu'il y a un lien avec l'insécurité. Et c'est l'analyse que vous venez de nous proposer, alors qui est assez rigide, parce que ça veut dire les enfermer. J'ai bien compris que c'est un système carcéral. Donc ça, oui, on vous laisse seul juge. On les met dans une... devant le fait accompli, c'est ça, c'est ce que vous dites. Ils se retrouvent dans des conditions abominables. Est-ce que c'est normal? Moi, ça me fait rugir. Quand je vois que nos prisons, par exemple, sont pleines à 130%, qui n'a pas voulu construire de prison? Mitterrand, pour commencer. On les condamne à la double peine. Ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait de mal. Ça. Ok, très bien. Mais on les condamne à la double peine de se retrouver avec des gars à 2 ou 3 par et à se faire massacrer, à se faire violer, à se faire battre, etc. Non, je suis désolé. D'où le fait que les manques de moyens humains, le manque de moyens financiers, le manque aussi de moyens matériels ont été évoqués par plusieurs départements. Vincent Fritsch, on vient d'entendre le point de vue de Frédéric de Bordeaux, qui est un point de vue qui est assez reconnu, mais notons quand même que ce point de vue, il est compréhensible si tant est qu'on parle de ces enfants isolés qui deviennent délinquants. Mais vous nous dites, vous, pas tous. Donc ça veut dire que l'erreur, elle vient aussi de nous qui ne sommes pas capables de dire, d'être clairs et peut-être de leur permettre de s'intégrer. Oui, c'est ça. Alors, j'entends ce qu'a dit votre auditeur. Alors, c'est toujours pareil. Je veux dire, à partir du moment où on parle de quelque chose qui reste abstrait pour les gens, on s'imagine, on fantasme, on se fait un peu des idées comme ça. À partir du moment où on est en contact avec ces jeunes, je vous donne juste cet exemple. Donc, sur Avignon, ça remonte maintenant à 1 mois, il y a eu une petite manifestation de soutien pour des mineurs étrangers isolés pour lesquels on ne reconnaissait pas la minorité. Alors que les juges pour enfants, pourtant, avaient reconnu la minorité. Bref, on a eu au moins une dizaine d'employeurs, des artisans, parce que c'est des jeunes qui vont justement vers les métiers que la plupart des jeunes aujourd'hui en France rejettent un peu pour plein de raisons, que je ne vais pas revenir là-dessus. Je parle notamment des travaux de bâtiments, de boulangerie, etc. Et on avait une dizaine d'employeurs, des gens comme monsieur là qui est venu, qui a parlé là tout à l'heure, qui avaient sans doute des préjugés, des a priori sur les mineurs étrangers isolés. À partir du moment où ils ont recruté ces jeunes dans l'apprentissage, ils sont venus avec nous pour défendre ces jeunes et pour dire nous voulons que ces jeunes restent. Oui. Nous avons commencé à les former. Il n'est pas question qu'on les exclue. Oui, il y a des cas bien précis. Moi, j'en connais un, quelqu'un justement qui est plutôt rigide aussi, comme vous le dites, et qui a un garage, qui a trouvé un employé jeune ivoirien magnifique, qui a fait ses études de 16 ans à 18 ans, formation en France. Là, 18 ans, il dit je l'embauche, CDI, et c'est très difficile parce qu'on n'arrive pas à lui avoir la nationalité et les papiers à partir de 18 ans. On peut rester des heures là-dessus. Je sais que Corinne veut intervenir. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. C'était très, très, très intéressant. C'est frustrant. C'est le principe, Corinne. C'est comme ça. On remercie Vincent Fritsch vraiment pour son éclairage, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Les 3 vraies voix sont là. Vous, les auditeurs de Sud Radio aussi. Nous allons nous détendre un petit peu. Alors, en général, c'est le qui c'est qui l'a dit. Là, cette semaine, je vais vous faire le qui c'est qui l'a chanté. C'est un peu comme ça. On va chanter ensemble. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et oui,
Les vraies voix en vacances, on va l'appeler comme ça. Hein. Nous sommes pendant 15 jours ensemble sur ce format. C'est un plaisir d'être avec vous. Nos 3 vraies voix ce soir, je vous les représente. Nous avons Pierre-Yves Martin qui est consultant. Nous avons la Parisienne Corinne Tapiero qui s'occupe de l'enfance. On va dire comme ça. Gros, oui. Voilà, c'est ça. Et puis nous avons alors l'éditorialiste écolo, un peu élu quand même aussi de temps en temps. De temps en temps. Philippe Bourriaki. Aujourd'hui, c'est en tant qu'éditorialiste. Bon, alors là, moi, vous avez chacun une belle profession, très bien. Mais là, moi, c'est le chanteur qui m'intéresse en vous. c'est le chanteur. On cherche encore, alors. Alors, on continue parce que hier, nous avons lancé ce quiz. Il y avait des chansons de Noël. Je me suis dit, là, on va se faire les chansons des vacances. Bah oui, donc, vous allez devoir trouver des interprètes. Et pour rentrer dans le jeu, évidemment, qui retrouvons-nous? Frédéric, notre auditeur de Bordeaux. Frédéric, vous êtes là? Je suis là. Bon, vous y connaissez en chanson ou pas, vous? C'est-à-dire que la personne qui va peut-être être avec moi, je pense qu'il va vouloir me tendre après. C'est pas sûr, hein. Alors, moi, ce que je vous conseille, Frédéric, c'est donc vous choisissez soit Corinne, soit Philippe, soit Pierre-Yves. Donc, comme ça, vous formez un duo face aux 2 autres. Essayez de choisir celui qui vous semble le plus concerné, quoi. Bon, alors, je pense que ce sera peut-être que je pourrais mieux me défendre avec Madame Tapiero. Le pauvre. C'est un très bon choix. Excellent, bravo, félicitations. Frédéric, Frédéric, j'ai adoré votre choix et votre manière de le présenter parce que je savais que déjà, Corinne avait la pression, mais vous lui en mettez une louche. Bravo, Frédéric. Donc, Frédéric et Corinne ensemble contre Pierre-Yves et Philippe. Attention, donc, vous allez écouter une chanson, vous me donnez l'interprète. À chaque fois, cette chanson nous emmène sur une destination de vacances. Et il y a quelqu'un qui doit commencer ou c'est le premier non, c'est qui va. Frédéric, comme vous êtes par téléphone, vous criez fort. Frédéric, de toute façon, Benoît Goutorp, qui est à la régie, vous a mis au maximum sur la régie. Allez, on y va. Premier extrait. Claude François, c'est Philippe Bourriaki qui a été, mais alors très rapide, Philippe Bourriaki. Mais Philippe est très très fort dans ce domaine-là. Hein. Il est content, Pierre-Yves Martin. C'est mon cadeau de Noël, Philippe. Bon, je vais à Rio. Qui est déjà allé à Rio? Vous êtes déjà allé à Rio, Frédéric? Non, je ne suis pas allé très loin, à Cuba, mais pas exactement. Ouais. C'est ces immigrés français qui vont voler les pains des Cubains. Vous étiez mineur ou pas? Il vous provoque, le Philippe Bourriaki, hein, Frédéric? Non, mais je l'admire, hein, parce que moi, j'ai pas... Voilà... À part YMCA, le reste, je suis pas très fort. Alors, il y aura pas d'anglais, hein. Mais alors, écoutez, vous allez trouver quand même. Attention, donc ça fait 1-0 pour le Philippe et Pierre-Yves. Deuxième extrait. Étienne Darro, c'est Pierre-Yves Martin qui a répondu. Quel dream team, hein. Vous avez dit, Frédéric, vous avez mal choisi. Hein. J'ai crié Étienne Darro, personne m'a entendu. C'est pas vrai, vous avez. Je regarde Benoît, notre réalisateur, il dit non, vous n'étiez pas le plus rapide. Ah bon, d'accord. Bon, peut-être. Bon, mais en tout cas, Week-end à Rome, c'est pas mal aussi, hein, pour les vacances. Donc ça fait 2-0, sachant que les vainqueurs sont les premiers arrivant à 4. Tout reste encore possible. Hier, il y a eu un revirement de situation d'ailleurs. Attention, 3e extrait. C'est Alison. Vous dites quoi, Frédéric? Angèle, oui. Bravo, Frédéric. Évidemment, Corinne est tombée dans le piège Adèle. Voilà. Bravo, Frédéric. Ouais. Angèle, Bruxelles, je t'aime. C'est toujours sympa d'aller à Bruxelles. Complètement. Si vous aimez le chocolat, d'ailleurs, il y a des magasins exceptionnels. 2-1. Rien ne va plus. Attention, trouvez-moi même chose. Maintenant, l'interprète. Que c'est triste de venir. Aznavour, Corinne Tapiero qui répond. Et qui c'est qui est revenu à 2 partout? C'est l'équipe de Corinne et de Frédéric. Voilà. Bravo. L'excès de confiance. Allez, attention, il vous reste 3 extraits de chansons et tout est encore possible. Écoutez. Mylène Farmer. On l'a dit ensemble. Pierre-Yves Martin et Philippe Bourriaki. Ça fait 3. Ouais.
Frédéric, je compte sur vous. Hein. Ouais, oui, c'est vrai qu'on est deux Frédéric. Oui. Je pensais qu'elle je compte sur mon coéquipier quand même. Bien, alors, California, elle nous emmène en Californie. Bon, faut avoir un petit pouvoir d'achat pour s'offrir la Californie à ce moment-là. C'est pas facile. Rio aussi. Hein. Attention, 3-2, ça peut être gagnant sur ce coup-là. C'est parti. Et la brique rouge des mini. Nougaro, c'est Corinne Tapiero. Nougaro, c'est Corinne Tapiero. Toulouse, parce que aussi des vacances à Toulouse. C'est tellement bien, même si vous nous écoutez de Toulouse, vous dites, on va pas aller en vacances chez nous. Eh bien, moi, j'aime aller en vacances chez vous. Voilà. Oui, alors, tout se joue là-dessus. Attention, c'est comme hier. Balle de match sur le 7e. Interprète. Véronique Sanson, Frédéric, superbe. Vancouver au Canada. Voilà, c'est gagné. Frédéric, notre auditeur, avec Corinne Tapiero. Je suis allé à Vancouver une fois, vous voyez, c'est ça. Pour ça. Alors moi j'ai fait Montréal et c'est vrai pour le coup au Canada, alors c'est magnifique quel que soit le côté. Bon, merci, bravo Frédéric, on se retrouve tout au long de l'émission. Bravo les vraies voix, c'est un suspense exceptionnel. Dans un instant, les infos. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix, ceux qui font... Alors celles, puisque c'est une vraie voix, donc même si on a des garçons, du coup je sais plus. Celles et ceux, tiens, ça fait très président de la République, je vais le faire comme ça. Celles et ceux qui sont là ce lendemain de fête sont Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, qui a donc fait la fête hier et il nous le confirmait, n'est-ce pas ? Oui. Bon, fatigué le monsieur, non ? Un peu. Un petit yeux. J'invite tous les auditeurs de Sud Radio qui ont l'accès à la chaîne YouTube, vous êtes plus de 800 000, à voir effectivement ces petites poches. Ce qui n'est pas du tout le cas de Corinne Tapiero, qui est conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Oui, mais je veux quand même faire une petite remarque. Ça, non ? C'est beau, c'est magnifique, c'est bien réussi. Vous observez bien. J'observe parfaitement bien. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ils sont encore dans cet état le 26, le réveillon c'était le 24. Oui, mais alors il y a des gens qui font aussi le repas le 25, donc c'est l'accumulation. C'est l'accumulation. Ah ouais, c'est l'accumulation. C'est comme sur le Tour de France, au bout de la 21e étape, vous êtes plus fatigué. Ils en sont qu'à 2. Oui, ça fait que 2. Et puis alors nous avons notre consultant de rêve, Pierre-Yves Martin, l'homme qui nous fait dire qu'on a eu bien fait finalement d'avoir cette chaîne YouTube parce que comme il est beau, on le voit. Oh là là, c'est le plus beau des cadeaux là. Vous avez un programme vraiment très intéressant puisqu'on fera le tour de table avec nos vraies voix dans cette demi-heure et puis nous aurons notre grand coup de projecteur à 18h40 tout à l'heure. Franchement, ces vacances, ces achats de Noël, vous les avez fait dans les centres-villes ou pas ? Les courses, vous les faites dans les centres-villes ou pas ? Dites-nous tout, parce que ça devient très délicat maintenant de pouvoir y aller. Tout de suite, c'est le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et pendant ces vacances aussi, on change. Et donc, c'est Louis de Kergorlé qui est avec nous. Louis, dans votre Top Click du jour, on va revenir sur une affaire qui a fait beaucoup parler. Un TikToker qui se vantait de vivre des aides réagit enfin aux accusations contre lui. Oui, on avait suivi ça déjà. Ouais. Voilà, exactement. Donc, pour rappeler, le TikToker répond au pseudo d'ALP. Dans un de ses posts, il se vantait du fait que l'État et les assistantes payaient ses charges de logement. Un TikTok censé rester plus ou moins confidentiel et qui a atteint rapidement le demi-million de vues. Mais TikTok qui est remonté jusqu'à la CAF, qui a lancé une enquête sur ses prestations auprès de l'individu, l'organisme menaçant même de porter plainte. Aurore Berger, ministre des Solidarités, a également réagi en le qualifiant de chercheur de buzz sur le dos de la solidarité nationale. Donc tout ça, c'était vendredi dernier. Et aujourd'hui, rétropédalage du jeune homme qui s'excuse dans un nouveau post. On l'écoute. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu des aides sociales en France. Et je paye mes impôts. J'ai fait ma déclaration d'impôt, je paye tout. Je suis réglo en France. J'ai mes papiers en France. Je bosse comme tous les Français et comme tous les étrangers aussi qui bossent. Je me lève tous les matins. Donc cette vidéo que j'ai faite, c'était pour narguer les Français racistes et les Français fachos. Parce qu'à chaque fois que je fais mes lives, j'ai toujours des gens qui m'insultent. Je veux les narguer dans ces vidéos. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire les vidéos en disant que oui, vous les Français allez bosser, vous les Français allez bosser, vous bossez pour moi, vous êtes mes esclaves, tous ces trucs. Je me suis permis de dire tous ces trucs.
Donc vous l'avez entendu, le jeune homme plaide le coup de l'héroïne. Il est dans la provoque un petit peu. Voilà. Après, faut assumer, c'est le problème. Hein. Exactement. Donc il se défend de ne pas toucher une seule aide de la France. Il s'agirait donc de représailles contre les injures racistes qu'il subit quotidiennement. Il se justifie également en expliquant n'avoir que 19 ans et que par conséquent il ne peut être bénéficiaire du RSA. Il poursuit avec une litanie où il remercie la France de l'avoir accueilli, de lui avoir permis d'obtenir un logement et des diplômes. Pour reprendre ses termes, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à la France. Bref, il s'excuse de ses propos tout en invitant les vagues de haine qu'il subit à stopper. Il ajoute qu'il ne fera plus jamais de vidéos de la sorte, en jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus, comme disait La Fontaine. Ah oui, ça c'est beau, La Fontaine. Bravo, Louis de Kergorlet. Alors, juste une petite réaction, mais très rapide des vraies voix, parce qu'après on va passer à votre tour de table, mais ça prouve aussi toute l'importance des réseaux sociaux, parce qu'il y a des réactions de ministres, etc. Là, c'est sur TikTok, ça a de la portée, hein. Ben oui, c'est de la portée. Le problème, c'est que les ministres devraient être occupés à d'autre chose que de scruter les réseaux sociaux et de réagir dans l'instant à chaque fois qu'il y a un peu de sensationnel. Ce qu'il a dit, s'il y a une enquête, on saura si c'est vrai, se défausser comme ça. Et après, s'il se sent tellement insulté, on ne devient pas personnage public quand on a peur du regard des autres. Je suis désolée. C'est là qu'est l'os, comme dirait l'autre. Voilà, donc si t'es influenceur, tu prends tes risques, mon gars. Pierre-Yves Martin. Ouais, je trouve son argumentaire un peu trop élastique, c'est-à-dire que j'émets quelques doutes sur la sincérité de son propos. Ça sent un petit peu le type qui est obligé de consulter un avocat pour trouver en dernière minute un argumentaire. Il l'a eu. Qui réécrive l'histoire. Bon. Voilà. Bref. En tout cas, c'est la longue histoire des réseaux sociaux. Merci Exactement. pour ce en quelques clics, Louis de Kergorlet. Nous passons tout de suite au tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et nous allons commencer par celui qui n'a pas réagi. Là, c'est Philippe Bouriaki. Je fais tourner la parole, vous avez vu. Mon cher Philippe, je vous attendais au tournant parce que quand j'ai vu votre proposition, vous voulez revenir sur faut-il supprimer Noël? Carrément. C'est la une de Libération, c'est ça? C'est en tout cas un article de Libé. C'est un article, ouais. Surconsommation de cadeaux et de nourriture, pénible pièce de théâtre familiale pour les uns, extrême solitude pour les autres. Ceci est un manifeste. 2 petits points, il faut mettre fin à Noël. Carrément, c'est qui? Sont les écolos derrière, non? Pas vous, parce que vous, on rappelle, vous êtes écolo, mais écolo au centre. Sympa. Au centre, écolo c'est cool. ça, au centre. Bon, il y a les écolos qui des sont... sapins de Noël, des crèches, enfin, le truc cool. D'accord, ouais, voilà, ouais. C'est le centre, donc écologie au centre. Ouais, pas mal. D'accord. Très belle écologie, celle du vivant, celle de la culture, celle d'une terre extraordinaire, d'un pays avec une culture extraordinaire. Et celle qui fait Noël, donc. Et celle qui fête Noël, qui fête Hanouka, qui fête l'Aïd. Nous, on fait toutes les fêtes. Croyez-moi que les enfants sont très contents. Vous êtes des festifs. Ah non, mais mes enfants connaissent le calendrier des fêtes religieuses mieux que personne, puisqu'à chaque fois, ils ont le droit à un présent. Mais c'est comme ça qu'on apprend la culture de l'autre. Et en apprenant la culture de l'autre, on peut difficilement être raciste, antisémite, islamophobe, christianophobe. Ce sont des moments merveilleux, ce sont des moments de joie, ce sont des moments... Ah, effectivement, bien évidemment, c'est des moments de tristesse pour les personnes qui sont isolées, mais ils sont isolés parce que nous, à côté, les voisins, on devrait de temps en temps frapper à la porte de notre voisin et dire, écoute, il y a une place de plus à table. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, tous nos voisins étaient occupés, mais il y a toujours, en tout cas au repas de Noël, et à tous les repas d'ailleurs, une place pour l'étranger de passage, pour la personne isolée, pour la veuve, pour l'orphelin, parce que la thématique de Noël, bien évidemment, la nativité du Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur de l'humanité, c'est aussi le message d'amour et de fraternité qu'il a traversé et qu'il a habité. C'est le thème sur lequel on est revenu hier. D'ailleurs, on n'était pas très originaux, mais c'est vrai que c'est ce message, quoi. C'est ce message que le Saint-Père a transmis à la messe hier au monde entier. Mais Libé est devenu plus wokiste que les wokistes. Il faudrait supprimer le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux. C'est quand même fort d'aller proposer ça, quoi. Je n'aimais tellement que ça m'a révolté et énervé et mis en colère. Je n'ai même pas consulté l'article. Et je vais être honnête avec eux, j'avais un abonnement qui se finissait hier.
Et je vais pas le renouveler. Vous l'avez pas renouvelé? Non, mais c'est trop, c'est plus possible. C'est vraiment, ils sont à l'extrême gauche, ils sont dans le même acabit que l'extrême droite. C'est contre-productif ce qu'ils font. Ça énerve les gens, ça agace les gens. Et à un moment où il y a des tensions, où on est crispé, ce moment de Noël, de cette période de fête de fin d'année, moi j'appelle ça les vacances de Noël parce qu'il y a Noël et c'est pour ça qu'on est en vacances. Faut se le dire. C'est des moments de bonheur, c'est des moments de joie, voir le sourire d'un enfant, voir s'émerveiller dans une maison, rigoler, s'engueuler aussi parce que les repas de famille de Noël. Souvent ça aussi. On s'engueule un petit peu, mais pour mieux se retrouver, c'est ça la France. Et souvent d'ailleurs à partir du moment où il y a l'oncle qui dit tiens, et si on parlait politique, et là ça complètement boum. Complètement. Bon, on est tous d'accord avec vous. Je fais pas réagir les deux autres vraies voix. Quoi. Ouais, voilà. Je fais pas réagir les deux autres vraies voix, ni vous les auditeurs de Sud Radio, parce qu'on marque une respiration. On va continuer le tour de table. C'était le coup de gueule, d'une certaine manière, de Philippe Bourriaki. Laissez-nous notre Noël tranquille. Voilà, quand même. Et on vous retrouve dans un instant pour le tour de table. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Nous passons cette période de transition entre 2023 et 2024 ensemble. C'est un vrai plaisir. Les vraies voix, vous intervenez au 0826 300 300. Et il y a une question qui vous est posée pour le coup de projecteur tout à l'heure à 18h40. Faites-vous toujours vos courses dans les centres-villes? Réagissez, il y a déjà plein de réactions. On en parlera à 18h40. Mais nous continuons évidemment avec le tour de table. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Avec nos vraies voix, Philippe Bourriaki, Pierre-Yves Martin et donc Corinne Tapiero. J'écoutais la réplique du film, Les Tontons Flingueurs. Non, c'est pas Les Tontons Flingueurs. C'est toute cette série magnifique. Vous, justement, vous voulez revenir sur les programmes télé. Alors, je dis à nos auditeurs de Sud Radio, vous m'avez envoyé, Frédéric, je veux parler des programmes TV pourris. C'est pas la première année qu'on se pose la question, mais j'ai l'impression que cette année, c'est le paroxysme. Ah oui, alors, est-ce que c'est dû au fait que je me suis retrouvée devant l'écran pour cause de Covid qui a été assez long? Donc la journée, c'est... Là, en ce moment, vous avez le Covid, par exemple. Ça y est, c'est terminé? D'accord, merci. Donc on s'aperçoit qu'on repasse La Petite Maison dans la Prairie, Colombo, les New York Unités Spéciales. Remarquez ce qu'il y a de bien avec toutes ces séries américaines qui sont un peu anciennes. On repasse même Desperate Housewives. Ça permet de voir combien de chirurgie esthétique ont fait les actrices, parce qu'elles sont méconnaissables sur les derniers épisodes. Mais vous voyez que ça sert. Oui, c'est très Thierry utile. Lafronde, alors comment il a évolué? On n'a pas eu Thierry Lafronde. Mais je me dis que quand même, pendant ces fêtes de Noël où on dit qu'il y a tellement de gens qui sont seuls, qui partent pas, etc., on pourrait faire un petit effort. Donc, les chaînes de télé se sont entendues. Je pense qu'il doit y avoir un conclave où ils décident de nous passer les films de Noël dès le 2 octobre, vous voyez. Et ils s'arrêtent le 15 janvier ou voire plus tard. Donc c'est très sirupeux, c'est magnifique. De temps en temps, les Français s'essayent. Il y a quelques téléfilms de Noël qui tombent à plat parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de mettre des bons sentiments, un immigré, un perdu. Enfin, il y a toujours un drame pas possible au milieu. Mais le pire et la quintessence de l'absence de créativité de la télévision, que ce soit en téléfilm ou même en émission de variété, c'est ces bêtisiers. Mais enfin, c'est insensé. Alors ça, on mange le du bêtisier de Noël, le bêtisier des animaux, le bêtisier des enfants. Le bêtisier des politiques. Nous proposons sur Sud Radio le bêtisier des vraies voix. Non mais c'est absolument insensé. Alors, on ne paye plus la redevance, donc certains diraient qu'on n'a pas à se plaindre, mais quand même sur 24 chaînes gratuites, 27, il n'y a que des rediffusions. 27. Non, elles ne sont pas toutes gratuites. Ah oui, Canal, vous enlevez. Puis il y a la 19 qui n'existe plus, je vous rappelle, donc ça n'en fait que 24. 25 s'il y en a deux de moins. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On a la 26, c'est quoi la 27e que je connais pas? Ah, c'est France Info, vous avez raison. Oui, France Info TV, Et donc, il n'y a absolument rien à voir. Pendant un mois, on a eu 4 diffusions de La Vérité si je mens. On nous resserre les Sissi, parce que je les ai notés. Impératrice. Ça, c'est ma maman qui adorait ça. Alors, il y en a encore un demain pour ceux qui n'ont pas encore vu Sissi face à son destin pour la 25e. En plus, c'est pas facile à dire Sissi face à son destin. Mais je l'ai dit quand même. Bon, non, mais pour Corinne, y gâter, on nous l'a passé 4 fois. Enfin, je veux bien, mais ce que dit Corinne, c'est très important. C'est-à-dire que, bon, disons-le clairement, moi j'ai la chance de travailler aussi en télé. Clairement, on nous fait comprendre que comme c'est une période à faible audience, eh bien, tout le monde
part en vacances et on fait des économies. Et de plus en plus, on fait des économies. On fait des économies. Ce qui n'est pas le cas sur Sud Radio en radio, parce que là, on a mis encore mieux pour les... Parce qu'habituellement, c'est Cécile de Minibus et Philippe David. Là, c'est encore mieux, c'est moi. Moi, je suis pas vraiment d'accord. On fait des économies. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que, par exemple, les chaînes du groupe TF1 ou du groupe M6, quand on voit leur publicité, si vous zappez d'une chaîne à l'autre à l'intérieur d'un groupe, vous avez les mêmes publicités qui passent. Donc, ça veut dire qu'ils ont des rentrées monétaires, des rentrées publicitaires. Donc, s'ils vendent de la publicité, c'est qu'ils ont un audimat. Et s'ils ont un audimat, ils doivent le respecter. Mais ils ne jouent pas le rôle d'accompagnement. On fait peut-être une réaction, Pierre-Yves, Philippe Bouriaki. Vous regardez la télé, c'est vrai ce que dit Corinne. Moi, je suis très d'accord. peu parce que je suis pratiquement tout le temps en externe et je regarde effectivement les médias. Vous vivez dehors en fait. Vous avez votre tente. Pratiquement. Mon mob, mon bureau, mon bureau mobile. Mais c'est pas ça. C'est que moi je regarde essentiellement les infos, les chaînes d'infos pour me tenir au courant de l'actualité et pour pouvoir réagir, intervenir. Et pour vous regarder aussi, puisque vous y passez. C'est vrai aussi. Je me regarde pas beaucoup. Je fais des montages, etc. sur les. Non mais c'est vrai. C'est pas ça, c'est que sinon je donnerais fou. Il n'est pas assez mégalo pour ça. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, Philippe, ça va venir. J'ai un destin brillant avant les JO. Bien sûr. Vous serez ministre. Oui, il sera ministre des Sports, on a décidé. Allez-y, vite, rapidement, parce que du coup, on sait... C'est pas ça, par rapport au prix des publicités, c'est selon l'audimat, et donc la même publicité passée à minuit ou passée à 20h, les publicitaires ne payent pas le même prix. Non, mais ils passent en même temps, à la même heure, sur toutes les chaînes du groupe M6 et TF1. Enfin, c'est quand même étonnant. Mais après, il y a le problème, c'est qu'à chaque année, nous, on vieillit et donc on voit plein de rediffs, mais ceux qui arrivent maintenant, c'est une première. Il y a à se poser la question du renouvellement de génération. Par exemple, les jeunes, ils écoutent des chansons, ils se disent ça ressemble à ça. Nous, on dit on a déjà entendu ça, mais eux n'ont pas entendu ce qu'on a entendu avant. Donc ils aiment forcément. Parce que vous croyez que les enfants qui sont accros aux réseaux sociaux, ils s'éclatent avec La Petite Maison dans la prairie ou Colombo? Non, je parlais des musiques. Non, je parlais des musiques. Alors le tour de table, c'était un bon choix là aussi, Corinne Tapiro. Le tour de table maintenant de Pierre-Yves Martin. Et alors là, chers amis auditeurs de Sud Radio, écoutez bien, parce que il pose la question. Toutes les questions qu'on a posées avant ne servaient à rien. Pierre-Yves Martin pose la question. Existe-t-il une seule raison d'être encore optimiste pour l'année 2004? Allez-y, vous avez 2 heures. 2024. 2004, c'était bien. C'était bien. Ouais, ça sera simplement quelques instants, quelques secondes. Quand je regarde 2023, effectivement, on a eu des événements, des situations très dures, très douloureuses, et ça n'engage pas forcément à l'optimisme. Non. On a eu effectivement pêle-mêle l'Ukraine, des mouvements sociaux, la bande de Gaza, l'inflation, la dérive, l'écart entre les dirigeants politiques et l'opinion publique, toutes ces violences verbales au quotidien, toute cette agressivité, bref. Et donc du coup, je me suis dit, bon, allez, on est en train progressivement de passer vers 2024. On sort des ténèbres. On sort des ténèbres parce qu'en fait, le sentiment, c'est que tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle qui vous tombe sur le coin de la figure. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué d'y voir positif. Donc, au-delà du fait de parler vrai pour Sud Radio, je voudrais parler positif aussi. Ce qui peut être vrai aussi, on peut être vraiment positif. Pas mal. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas attendre, et du coup, je me permets de partager ça avec les auditeurs de Sud Radio, des vraies voix. Je ne veux pas attendre qu'une bonne nouvelle me tombe dessus ou se présente à moi. Et donc du coup, non, je vais pas la créer. Mais je me dis, mais peut-être que si individuellement, chacun essaie de faire un petit effort en termes d'état d'esprit, même si ça peut être compliqué, même s'il y a des choses difficiles à gérer au quotidien, si chacun à sa façon essaye d'être un petit peu positif, avec un sourire, avec un regard positif, avec une démarche, je me dis que ça ira peut-être un petit peu mieux et qu'on pourra commencer 2024, peut-être pas sur les chapeaux de roue, mais en tout cas de manière un petit peu plus joyeuse. Corinne Tapiro, optimiste? Écoutez, moi je fais partie de ceux qui pensent que toutes les crises sont porteuses d'espoir. Malgré un regard optimiste sur pas mal de choses, je ne vois pas comment je vais changer la folle équipée qui nous dirige, quoi. Oui, d'accord. Pour que ça aille beaucoup mieux. Mais par exemple, en 2024, va y avoir, j'ai l'impression que tout le monde l'oublie, pardonnez-moi, je suis sportif, mais je pense que les auditeurs de Sud Radio aussi, quoi. C'est une année où il y a les Jeux Olympiques en France, non? Justement, c'est pas de nature à réjouir tellement de monde. Non, franchement, pas du tout. Ouais. Moi, je suis très inquiète sur ce déroulé.
je sais pas, j'ai l'impression qu'on est. Bon, c'est pas là-dessus que je réveille votre optimisme. Non, c'est pas mais là-dessus. ça va être une fête populaire. Philippe Bourriaki, vous êtes sportif. J'en ai rêvé toute ma vie. Je le verrai qu'une seule fois dans ma vie, les JO. C'est le seul qui sera à Paris. Moi, je pars pas en vacances. Clair. Oh, petit je reste là et au service de mon pays. Là où on me demandera de faire le volontaire, mais c'est juste porter les bagages des touristes, je le ferai parce que c'est une chance. Vous achetez vos tickets de métro maintenant parce qu'après ça sera plus cher. Attention. Alors non, justement, Valérie Pécresse a répondu à cette interrogation. Dites-nous. Non. Alors oui, pour les touristes, il va y avoir une petite augmentation. Mais pour les touristes, c'est pas grave. Non, mais quand on vous faites Champs-Élysées Clémenceau 40 €. C'est scandaleux. Non, mais quand on loue un appartement 600 ou 700 € la nuit, payer le ticket 4 €, ça va, c'est des pochis dans le couscous. Ah, on va pas chipoter. Mais non, c'est un moment important pour notre nation, pour le rayonnement de la France. Et donc, moi, je serai à disposition de mon pays. Sur Sud Radio à 18h27, Philippe Bourriaki a dit ce sont des pois chiches dans le couscous. Je note en même temps. On va vérifier le cours du pois chiche. Corinne, ce que dit Pierre-Yves, il y a aussi une volonté de vouloir être un peu positif. Est-ce qu'on n'a pas cette démarche? Alors moi je veux bien être positif surtout, mais pas sur les Jeux Olympiques. Voilà, je suis désolée. Oui, ça j'ai compris. Donc, je pense qu'il y a des tas de raisons d'espérer. Parce que quand une année nouvelle commence, on va prendre des bonnes résolutions. Il va y avoir les élections européennes, par exemple. Il va y avoir les élections européennes, ça va être sympa. On va voir le taux de non-participation extraordinaire, ça va être super. On va vous grillez, Frédéric, à chaque fois que vous interpellez Corinne. Non, mais je la connais, notre Corinne, je la connais. Vous trouvez des sujets. Non, mais en revanche, je pense qu'on peut avoir des sujets d'espérance personnelle qui peuvent nous porter à voir le monde autrement, quoi. Voilà, très bien. Simplement. Exactement. Écoutez, c'est vraiment très beau, j'arrive plus à parler. On va tout de suite se retrouver dans un instant. On reparlera justement des moments importants de 2023. On va se souvenir et puis les vraies voix vont réagir, vous aussi au 0826 300 Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix pendant cette période de Noël si particulière. Nous vous souhaitons à tous plein de belles choses. On va préparer cette avancée jusqu'à 2024 ensemble chaque soir dans Les vraies voix. Les vraies voix ce soir sont Philippe Bourriaki, éditorialiste écolo, Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et puis Pierre-Yves Martin, consultant. Alors, retour sur ces 5 événements qu'on vous a sélectionnés pour 2023. Écoutez bien, chacun va choisir le sien, sachant que tout à l'heure, notre auditeur Frédéric de Bordeaux a choisi. On y va. Alors, souvenez-vous, le 15 août dernier, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, est inculpé en Géorgie pour tentative de manipulation du résultat de la présidentielle de 2020. C'est sa 4e inculpation pénale en moins de 6 mois. Le procès fédéral de l'ex-président actuel, favori des primaires républicaines, rappelons-le, doit s'ouvrir le 4 mars prochain. Deuxième événement que nous vous soumettons. Le 28 juin dernier, un homme brûle quelques pages d'un Coran devant la mosquée de Stockholm. Cette date marque en plus ce jour-là le premier jour de la fête de l'Aïd al-Adha. L'événement suscite la colère du monde musulman. Des appels au boycott de produits suédois sont lancés. Autre événement, le 12 mai, l'INSEE, 13 ans, se suicide après avoir subi des mois de harcèlement scolaire dans son collège de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. 4 mineurs et une personne majeure sont mis en examen. La famille dépose plainte contre l'établissement et le rectorat. 4e événement, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui est condamné le 17 mai dernier en appel à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme à purger sous bracelet électronique. Il se pourvoit en cassation, ça traîne, mais une nouvelle fois, il a été au cœur de l'actualité. Enfin, le 5e événement de 2023 dont il faudra se souvenir en juillet. Le JDD change de ligne éditoriale contre l'avis des journalistes de sa rédaction. Pendant 40 jours, les personnels se mettent en grève contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite. Alors, les vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, quel est cet événement parmi ces 5 qui auraient aimé, dont vous aimeriez que nous revenions dessus? Je rappelle tout à l'heure que Frédéric a évoqué le terrible suicide de la petite Lindsay. Donc il vous reste chacun les 4 autres. Pierre-Yves Martin, c'est à vous? Allez, c'est à moi. C'est un exercice très compliqué. C'est dur, mais c'est ça qui est drôle. Mais c'est devant l'adversité, on va pouvoir se révéler, donc c'est bien. On va essayer en tout cas. Non, moi je voulais revenir peut-être sur l'événement en Suède. Les Corans brûlés, oui. Parce que je trouve que c'est un sujet sans jeu de mots
brûlant, hyper toxique, hyper compliqué. Il y a effectivement d'un côté un premier enseignement, c'est la confrontation des cultures et des modes de pensée et du niveau d'acceptation de la tolérance, de la liberté. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi sous prétexte que on est dans un cadre ou dans un territoire différent? Ça serait comme une extrémisme laïque, quoi. Ouais, il y a un vrai sujet. Et en fait, quand j'ai entendu cet événement, quand j'ai pris connaissance de cet événement, j'ai eu une double réaction. J'ai eu une première réaction qui est mais il faut vraiment être con pour faire ça, vu le contexte, vu la situation, voilà. Et après, je me suis dit oui, mais certes, la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Mais je me suis dit, du coup, on va rien pouvoir faire parce que si on a effectivement des montées de radicaux à droite et à gauche qui vont finir par nous dicter notre façon de faire, d'être, de penser, etc., ça devient très compliqué. J'ai aucun élément de réponse stable pour conclure sur mon sujet. Je dis juste que c'est bien représentatif de notre époque, à savoir que il y a une montée, une escalade, une montée en puissance de ce qu'on pourrait peut-être appeler la provocation ou un dernier souffle pour tenter d'exister de manière un petit peu radicale. C'était votre choix sur 2023. Corinne Tapiero. Il faut que je réagisse à ce qu'il vient de dire. Non, vous choisissez votre événement. C'était parfait ce que j'avais dit. Ce qui est surtout intéressant, c'est la réaction des pays d'avoir rappelé leurs ambassadeurs. Allez-y, alors que choisissez-vous? Écoutez, moi je vais parler de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que je suis désolée, les autres sujets... Oui, parce que pour Philippe Bouriaki, il lui en reste 1 sur 2 à choisir. Il est en train de réagir. Alors, sur Nicolas Sarkozy. Écoutez, sur Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que bon, évidemment, j'ai rien préparé puisque nous découvrons. Oui, c'est le jeu. Ensemble. C'est un petit jeu qu'on vous propose cette semaine. Moi, je suis. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. D'abord parce que Nicolas Sarkozy est un bon client pour les médias, pour les journalistes. On aime beaucoup parler de lui. Quoi qu'il fasse, ça intéresse. Demain, il irait courir avec un bonnet sur la tête. Je pense qu'il y aurait des colonnes entières pour commenter son bonnet. Si je peux me permettre, les journalistes ont des soucis d'audience. Donc, s'ils parlent de quelque chose, c'est que ça intéresse aussi leur auditoire, quand même. Petite précision. Je pense que ça intéresse leur auditoire. D'abord parce que ça a été un président de la République assez dynamique, qui a apporté, selon moi, un certain nombre de choses. Je pense que on a mal estimé l'ensemble des réformes qu'il a portées, puisque d'ailleurs, Hollande a mis quand même 2 ans à défaire la plupart des réformes qu'il avait entreprises. Ce que je trouve, c'est qu'il y a effectivement un acharnement. Alors bon, l'affaire des écoutes, etc. Tout ça, c'est assez curieux. D'abord parce qu'on abreuve aujourd'hui le commun des mortels du déroulement des procès. D'ailleurs, je dois signaler que la plupart des auditions de Nicolas Sarkozy ont été rendues publiques alors qu'une audition est censée, par les juges d'instruction, est censée rester dans l'instruction. Elles ont toutes été révélées dans la presse. Donc ça veut bien dire que quelque part, il y a des ententes pour que ces éléments fuitent. Avec le commun des mortels, peut-être que ce seul fait aurait valu l'annulation du procès et une relaxe. Donc je m'interroge un petit peu sur l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre pour le mettre à terre. L'histoire des écoutes est également ubuesque parce que des avocats écoutés, c'est quand même assez surréaliste. Donc voilà, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que malgré tout, il nous dit à quelques phrases, mais quelle indignité, quelques bons mots qui restent. Mais surtout, il rebondit, il écrit, il fait d'autres choses. Et pour moi, c'est un président qui me laissera un bon souvenir. D'ailleurs, j'ai fait toutes ces 2 campagnes. On a bien compris que vous étiez plutôt proche. Non, je suis pas proche. Attention, n'allez pas interpréter mes propos. J'ai fait ces campagnes parce que je croyais en son projet et je regrette effectivement que ça soit terminé comme ça. Par la faute d'ailleurs de son propre camp, dont certains avaient un ego un peu surdimensionné. Voilà. Et donc, le choix de Philippe Bouriaki sur ces grands événements qui ont marqué 2023. Philippe, vous avez le choix donc entre la grève au JDD qui pose pas mal de problèmes et puis, autre aussi, les condamnations, enfin les mises en examen, les inculpations précisément de Donald Trump. Très compliqué, hein, vraiment les 2 sujets sont intéressants. Donald Trump, il est juste extraordinaire, mais du coup, ces mises en examen, alors c'est peut-être un hasard du calendrier, mais en tout cas, ça favorise la thèse du complot. On veut le mettre hors d'état de nuire. Alors, hors d'état de nuire, il y a des dossiers top secrets qui se retrouvent chez lui en Floride, donc je sais pas si c'est. Alors c'est strictement interdit.
rappelons-le. Mais ça a été mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Constitution, et même les plus grands des délinquants essayent de respecter ce qui appartient à tous les Américains. La Constitution aux États-Unis, les amendements, par exemple, vraiment chaque Américain il tient dur comme fer. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont abreuvés, dès la plus jeune enfance à entendre l'hymne national et le drapeau dès l'école. Vraiment, ils sont très patriotiques. Et d'ailleurs, moi, je m'inspire là-dessus. Je dis, on devrait avoir la même chose en France et être fier d'être français. Mais c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Il l'a fait American First, et ça a plutôt bien marché, puisqu'il a centralisé les choses sur les États-Unis plutôt que sur l'externe. Et on voit sur, par exemple, l'Afghanistan, le retrait des boys un petit peu partout, le désengagement en tout cas des États-Unis sur les gendarmes du monde. Mais en même temps, c'est un personnage qui laisse pas. Ce que je rappelais, c'est-à-dire qu'on fait prévision sur 2024, donc il y aura en mars son procès, mais il est favori des primaires. Des primaires républicains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il est inculpé, même s'il est en prison, il peut être candidat. Non, j'ai vu qu'au Colorado, il y a une procédure qui a été engagée. Au Colorado, donc ça fait un État en moins sur les 51. Non, mais il ne peut pas se présenter à la primaire au Colorado, ce qui est quand même... c'est pas rien quand même. Ouais, enfin, ça repose s'il rapporte tous les autres. Pour le moment. Mais en même temps, les écoutes qui prouvent qu'il a appelé, qu'il a téléphoné pour dire il faut que tu me sortes 11 000 ou 12 000 voix pour pouvoir gagner, font que ça le met dans une situation un petit peu compliquée, sachant Philippe, de manière documentée qu'il y a eu des bulletins qui sont sortis de nulle part pour le camp adverse. Donc ça remet quand même pas mal de choses en question. Notre système électoral est critiqué et celui des États-Unis perdure, mais quand même, en termes de choix, entre le président sortant, il y a toujours que deux partis, les démocrates, les républicains. Au bout d'un moment, ça va se voir que le système, faut peut-être qu'il évolue aux États-Unis. Merci les vraies voix, merci vous les auditeurs de Sud Radio de réagir sur ces 5 événements de 2023. Demain, même chose, même heure, 5 autres événements, histoire de se souvenir de cette belle année. Dans un instant, nous posons cette question qui nous taraude. Allez, soyez honnêtes. Est-ce que vous êtes vraiment allé faire toutes vos courses, là, pendant les fêtes, notamment dans les centres-villes? Nos centres-villes qui se vident de leurs si importants commerçants. Et comment on fait si on a plein de cadeaux, les sacs, tout ça, avec tous les cadeaux de Noël? Faut bien avoir une voiture. Mais comment on fait avec la voiture pour aller dans le centre-ville? C'est pas possible. Faut payer, ça coûte cher, ça prend du temps. Bon, vous réagissez, 0826 300 300, le compte X, ex-Twitter de Sud Radio. On part dans un instant avec le coup de projecteur et nous aurons Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France indépendants, qui a son idée sur le sujet. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Vous tenez prêts, vous êtes nombreux à réagir. Alors 0826 300 300 le téléphone. Bon, encore faut-il pouvoir téléphoner, mais alors les consultations là sur notamment X, ex-Twitter, sur les questions qu'on vous pose, là c'est quelque chose. Pour vous diriger et pour vous orienter, pas vous diriger, on va dire pour vous accompagner. Voilà, c'est ça le bon terme. Nos 3 vraies voix, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et Pierre-Yves Martin, consultant. Nos 3 vraies voix sont là. Nous allons accueillir dans un instant pour le coup de projecteur notre grand témoin. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hashtag inflation, hashtag commerçant, hashtag ZFE. Allez-vous encore faire vos courses en centre-ville? C'est la question qu'on vous pose sur le compte X de Sud Radio. Difficile de se dire que c'est dans le centre-ville que nous allons faire nos courses. Payer le parking, au pire y aller à pied, porter 4 kilos de cadeaux. Et ça, c'est quand il y a encore des commerçants. Car avec le taux de pauvreté, la perte de population, la pression fiscale, la diminution de l'offre de soins, les ZFE, l'augmentation des loyers, la concurrence du e-commerce, bref, n'en jetez plus, nos centres-villes se vident. Réagissez, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez encore faire vos courses en centre-ville? Pour nous éclairer, Francis Palombi, le très réputé président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bonsoir. Une bonne fête à tout le monde. Oui, merci. Bonne fête, merci. Et on sait que tous vos commerçants là sont à fond en ce moment. Ça travaille. C'est une galère dans les centres-villes, on est d'accord Francis? Non, pas tout à fait d'accord. Pour ces fêtes de fin d'année, je fais un constat. Mes fédérations professionnelles, 23 métiers,
que représentent mes indépendants de moins de 11 salariés, eh bien, je peux vous dire que dans les centres-villes, il y a encore du monde et le commerce physique et les centres-villes ont encore belle vie devant eux. Bon. C'est vrai qu'il y a l'inflation, c'est vrai qu'il y a le coût de l'énergie, c'est vrai qu'il y a une crise ambiante qui existe et les commerçants indépendants n'y échappent pas. Quoique, ce ne sont pas ceux qui ferment les premiers, vous le constatez dans les informations qu'on nous donne, c'est souvent des grandes chaînes, des grands groupes. Oui, en fait, ce sont des petits magasins qui font du vêtement. Voilà. D'ailleurs, Francis, je vous propose d'écouter, et vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, une séquence que je vous ai choisie. C'est une question de la séquence des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'était le 6 décembre dernier. Écoutez le député LR Julien Dive qui alerte. Il alerte donc le ministre de l'économie. À vendre, liquidation totale avant fermeture, 100% déstockage, tout doit disparaître. Voici ce que l'on peut lire en lettres capitales sur les vitrines de nos commerces, pourtant si incontournables pour la vitalité de nos centres-villes. Les commerçants ont le sentiment d'être délaissés face à la concurrence féroce du e-commerce et les charges qui les étouffent. Le nombre de fast-food a doublé, tandis que les magasins d'habillement sont en net déclin. Une lame de fond qui atteint son paroxysme dans les villes où le chômage persiste et où les locaux sont vacants. Bon, alors vous entendez le propos, bon c'est le principe, chaque député alerte, mais avant de revenir à vous Francis, réaction de nos vraies voix, Pierre-Yves Martin, vous allez toujours faire vos courses en centre-ville ? Ça dépend, je suis pas un fan des grands centres commerciaux moi, mais dans la réalité... il y a des situations où je me retrouve obligé d'y aller. Bref, je trouve effectivement que je suis très content d'entendre les propos de ce président qui semble encourageant puisque le commerce de proximité en centre-ville a encore de beaux jours devant lui ou peut-être en train de remonter la pente. Donc ça c'est très positif. 73% des moins de 35 ans et 79% des Français vivant dans une ville de plus de 100 000 habitants déclarent être attachés à leur centre-ville. Continuez. Ouais. Et donc du coup après c'est toujours la même chose. Oui, il y a ces sujets de parking, de déplacement, etc. Mais je pense que chacun, on a tous une responsabilité individuelle, sans se gargariser, on a tous une responsabilité individuelle pour faire vivre son quartier et donc du coup pour faire vivre le centre-ville, les commerces de proximité, voilà. Par moment, on est peut-être tenté par de la facilité en se disant bah voilà, je vais consacrer 1h30 de shopping et puis je vais tout faire, donc il me faut un seul endroit unique, un centre commercial. Je pense que en allant dans ces commerces de proximité, de centre-ville, on a aussi autre chose, on a une offre produit certainement un peu différente, peut-être un peu plus sur la qualité, mais on a le lien humain. Et le fait même de rentrer dans une boutique, de dire bonjour, d'avoir un sourire, d'échanger, etc. Quand on est dans des grandes zones, dans des grands centres commerciaux, il n'y a pas ça. Tout le monde est focalisé sur ces choses. On peut avoir quand même des commerçants sympas. On peut avoir des commerçants sympas, mais dans les autres les personnes qui fréquentent ces centres commerciaux, il y a une espèce de stress ambiant, d'excitation, etc. qu'on ne retrouve pas forcément dans les commerces de centre-ville. Voilà. Alors justement, parce que nos deux autres vraies voix sont présentes et à ce titre, elles m'intéressent pour ça aussi. C'est-à-dire que vous, Corinne Tapiero, vous habitez Paris intramuros et vous, Philippe Bouriaki, vous êtes vers Orly et donc c'est pas pareil. Il y en a une qui est dans le centre-ville et l'autre qui est en banlieue. Donc avant de revenir vers vous et vos deux exemples, Francis Palombi, là on vient de dire que les Français étaient attachés, mais vous constatez quand même qu'il est de plus en plus difficile pour les clients de se rendre dans ces commerces, dans les centres-villes. Ça, vous le constatez quand même. Oui, je constate qu'il y a des freins par rapport à l'organisation dans les centres-villes, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans une pleine mutation. On parle des ZFE, vous en avez parlé tout à l'heure. On doit protéger la planète, ce n'est pas un vain mot, c'est quand même vrai, sur le moyen et très long terme. Donc les ZFE seront équipés de bonne manière, il y aura des petits transports en commun pour véhiculer les gens qui ne peuvent pas forcément marcher allègrement. Donc il y a quand même des facteurs qui font que cette transformation de notre façon de vivre, de nous déplacer
cette façon de faire du commerce est en pleine phase. Est-ce que Francis Palombi, vos commerçants, participent aux consultations? Parce que pour tous ceux qui habitent dans les banlieues des grandes villes, c'est la galère pour venir. Alors, est-ce que aujourd'hui les commerçants ont pris le flambeau en disant oui, on vous entend et c'est important, vous dites il faut relever le défi de l'écologie, on en est tous d'accord, mais écoutez-nous, ça vous parlez. Ouais. Et puis, il y a un point que je voudrais soulever devant mes collègues qui sont dans l'émission. Vous savez que depuis ces 10-20 dernières années, les promotions ont fleuri, la loi 2008 a supprimé toutes les règles et on est allé à volo, on a fait du dumping commercial. Eh bien, actuellement, les consommateurs veulent acheter mieux, moins peut-être, et bien, avec de la qualité, avec le lien social dont mon collègue a parlé tout à l'heure, qui est sacré, parce que le e-commerce, les grands pure players ne remplaceront jamais le lien social. Et le lien social, on en a besoin. Et acheter de bonne manière, transformer sa forme de pensée, parce que les promotions à moins 80, à moins 70%, comme on le voit juste après Noël, il y a quelque part un loup derrière tout ça. C'est pas des vraies promotions, on monte le prix pour donner l'impression qu'on fait des super promotions. Eh bien, cette ère est en train, petit à petit, de s'éloigner pour faire place à vous avez raison de nous parler de ça, Francis Palombi, vous avez raison, parce qu'en fait, il y a deux problématiques. Il y a l'accès au centre-ville, qui était un peu notre point de départ, mais aussi cette concurrence, on peut le dire, déloyale avec les nouveaux, le e-commerce, on en a parlé, tout ça. Corinne Tapiero, vous habitez dans une grande ville, à Paris, vous allez faire vos courses en centre-ville. Alors, j'ai l'impression qu'à Paris, il n'y a pas de centre-ville. Il y a un centre par quartier. Et on vit plus ou moins chacun dans un quartier. On pourra aller faire les courses de Noël, on a les fameux grands magasins, ces grandes enseignes qui font beaucoup de bruit et qui sont très présentes, qui ressemblent de plus en plus à des magasins d'aéroport et de moins en moins à des magasins conviviaux où on a envie d'aller acheter quelque chose. Mais on constate, notamment, même à Paris, beaucoup d'enseignes qui sont fermées, qui viennent des grands groupes, mais pardonnez-moi, ces grands groupes étaient également installés en province, ce qui faisait que certaines rues commerciales de province, qui étaient souvent des rues piétonnes, ressemblaient à n'importe quelle autre rue d'une autre ville de province, avec les mêmes enseignes. Donc elles ferment. On a Gap qui a fermé à Paris. C'est un immense magasin qui c'est souvent d'ailleurs du textile, et ce sont eux qui sont touchés. Ils sont touchés prioritairement. On a une autre concurrence qui n'a pas été évoquée du tout, c'est celle des secondes mains, du commerce de seconde main, le Donc Bon Coin, c'est typiquement, effectivement, pour le. Donc il y a un autre lien qui se crée entre les acheteurs et vendeurs. C'est pas du tout la même relation, mais moi je suis très attachée à mes petits commerces de quartier pour plein de raisons. D'abord parce qu'au bout d'un moment on les connaît, et je pense que ces gens-là, que ce soit dans mon quartier ou dans une ville de province, ils amènent un dynamisme. Ils amènent du lien social, mais du vrai lien social au-delà de l'acte marchand. Et ça, Francis l'a rappelé, qui arrive aussi. Et j'étais désolée pour Noël de voir le jour de Noël, donc le 24 décembre, les commerces de quartier, bouchers, boulangers, avec très peu de monde à l'intérieur, beaucoup moins qu'en semaine, et surtout les boulangeries qui avaient encore des dizaines de bûches dans les vitrines. Ça m'a boulangerie-pâtisserie, ça m'a beaucoup étonné. Philippe Bourriaki est ce qu'on appelle un banlieusard. Allez, je vais vous le dire, j'en suis un aussi. Aujourd'hui, on irait bien dans les centres-villes, mais cette histoire de se sentir pillé en payant les parkings à chaque fois, et puis en plus on essaye d'accéder, c'est pas possible, on peut pas y avoir accès. Moi je veux bien qu'on ne roule pas à l'intérieur, mais mettez-nous des parkings. Je suis resté l'autre fois 2 heures à un endroit, j'ai payé 15,50 €. Parlez-nous de cette expérience. C'est tout à fait ça. On se sent matraqué fiscalement. C'est un racket pour les communes qui ont vu leur taxe d'habitation fondre comme neige au soleil. Donc chacun essaie de récupérer un petit peu où il peut, mais dans le portefeuille de celui qui a rien, il n'y a rien à récupérer. Donc conclusion, on va au moins 10 ans, pas forcément de la meilleure qualité, mais globalement, et on va se le dire, moi je suis devenu un consommateur important de e-commerce parce que ça me permet de faire des courses
à 2h du matin et me faire livrer et j'ai pas à prendre ma bagnole, ça me fait gagner, voilà, c'est moins cher et ça me fait gagner énormément de temps. Et le souci, c'est que comme les petits commerces sont en train de disparaître, moi je vois, j'ai un centre commercial, je ne donnerai pas le nom, mais s'il vous plaît, non, mais qui a carrément tué le petit commerce. Et c'est vrai que quand vous allez là-bas, vous avez tout au même endroit. On est tellement pris dans les bouchons. Moi je vois, le peu de fois que je prends ma bagnole pour faire 20 km, je mets 1h30. C'est insupportable. Aller, 1h30 au retour, ça me fait 3 heures. Moi, le soir, je suis désolé, je peux pas faire 10 magasins, passer 3 heures dans 10 magasins différents. Donc je m'assois, je tapote sur mon clavier, je suis au chaud. J'ai mon émission préférée sur Sud Radio. Bien sûr, évidemment. Et donc alors, voilà. Sachez ça, que mis bout à bout. ça mis bout à bout, ça donne le score finalement de la consultation lancée auprès des auditeurs de Sud Radio. Je le rappelle, allez-vous encore faire vos courses en centre-ville? Vous dites non à 67% et oui donc à 33%.